Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, les ministres des Affaires étrangères participent à la 21e session du Conseil des ministres de l'OCI à Jeddah en Arabie Saoudite. Toujours dans l'actualité internationale, au Proche-Orient, une frappe israélienne sur le complexe Nasser fait au moins 20 morts, dont 5 journalistes. C'était le titre. Merci si vous le rejoignez. Eh bien, à la une, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, son Excellence Abdelkader Hussein Omar, a pris part aux 21e session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Organisation de coopération islamique, convoqué en urgence pour examiner la poursuite de l'agression israélienne contre le peuple palestinien. Dans son intervention, le chef de la diplomatie djiboutienne a exprimé la solidarité totale, inébranlable du gouvernement et du peuple de Djibouti avec la cause palestinienne, dénonçant avec force les violations graves et répétées commises par la puissance occupante. Il a qualifié les actes perpétrés dans la bande de Gaza de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, soulignant le silence troublant de la communauté internationale face à cette tragédie humaine. Le ministre a réaffirmé ainsi l'attachement indéfectible de Djibouti au principe de justice. Il a fait l'égalité internationale, insistant sur le fait qu'il saurait y avoir de paix véritable sans la fin totale de l'occupation, la levée du blocus et la création d'un État palestinien souverain avec Jérusalem-Est pour capitale dans les frontières de 1967. Et je vous le disais dans le titre, l'Organisation de la coopération islamique a appelé à suspendre l'adhésion d'Israël aux Nations Unies, affirmant que la poursuite des violations et crimes contre les Palestiniens dans la bande de Gaza constitue une violation flagrante de la charte de l'ONU, des conditions d'adhésion. Cette position a été examinée dans le communiqué final de cette 21e session extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, tenue au siège de l'organisation à Jeddah, consacrée aux conséquences de l'agression israélienne continue contre le peuple palestinien. Les ministres ont fermement condamné l'annonce par Israël de son intention d'imposer un contrôle militaire total sur Gaza et de mettre en œuvre des plans de déplacement forcé des Palestiniens. Le communiqué a souligné que cette politique représentait une escalade dangereuse visant à consolider une occupation illégale et à imposer un fait accompli par la force en violation du droit international et des résolutions de la légitimité internationale. Dans notre magazine de cet après-midi, grâce à un cadre juridique spécialement conçu pour faciliter le développement de la finance islamique, ces banques pourraient faire de Djibouti une place financière sous-régionale. Ainsi, le pays, qui en 2006 ne comptait que 2 banques françaises, dispose maintenant de 8 banques plus tard et 10 établissements, dont 4 de culture islamique. Reportage. À Djibouti, la finance islamique connaît un essor remarquable, fondé sur les principes de la charia et en harmonie avec les valeurs religieuses. Cette forme de finance se distingue nettement de la finance conventionnelle et gagne en popularité. Ce développement fulgurant fait de la finance islamique un acteur essentiel de l'économie djiboutienne, contribuant à un secteur dynamique qui a déjà commencé à porter ses fruits. Les banques islamiques actuellement, au nombre de 3 sur 12 banques en activité, ont su s'adapter, gagner des parts du marché et voir leur activité se développer rapidement. Cet engouement pour la finance islamique a attiré l'attention du gouvernement djiboutien. La mise en place d'un cadre réglementaire et institutionnel spécifique à la finance islamique a permis d'élargir la gamme des produits et services bancaires et de contribuer à une meilleure bancarisation de l'économie djiboutienne. Après plus d'une décennie de présence sur le marché djiboutien, les banques islamiques ont un impact significatif sur l'économie locale, en développant des produits de financement adaptés et répondant aux besoins de la majorité de la société, et en contribuant efficacement au soutien du secteur local et des petites et moyennes entreprises. De plus, la finance islamique pourrait contribuer à réduire la pauvreté en fournissant des services financiers aux populations exclues du système bancaire
traditionnelle. L'accès au crédit, aux assurances et aux investissements conformes à la charia pourrait ainsi bénéficier à une large partie de la population. La République de Djibouti s'impose comme l'un des meilleurs tremplins pour la finance islamique dans le continent, sous l'impulsion de la politique éclairée du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, qui ambitionne de faire de notre pays un hub financier régional. Sans oublier que le chef de l'État a été honoré de recevoir Global Islamic Finance Award à Astana, au Kazakhstan. Ce prix résulte du cadre réglementaire mis en place par les autorités djiboutiennes favorable à la finance islamique. Contrairement à la finance conventionnelle, la finance islamique repose sur des principes de transparence, d'équité. Elle repose sur la charia islamique qui proscrit les investissements dans des industriels polluantes ou socialement controversés et privilégie les activités et actifs tangibles. Chaque transaction doit être adossée à un bien réel, limitant ainsi la spéculation excessive et les crises financières. Le directeur du département de finances locales et des investissements de la Saba Africa Bank, M. Amin Abdallah, a déclaré que la finance islamique signifie fournir des services financiers conformément à la loi islamique et à ses principes et règles. Soulignant que la banque islamique est complètement différente de la banque traditionnelle à plusieurs égards. Il a affirmé que la banque traditionnelle emprunte principalement à des taux d'intérêt prédéfinis, contrairement aux banques islamiques. D'autre part, M. Amin Abdallah a souligné que la murhaba est la formule prédominante dans la plupart des banques islamiques, en raison de sa facilité des conditions où la banque achète la marchandise dont le client a besoin à sa source et la revend ensuite au client, à condition qu'il paie les montants dus à plusieurs versements dans un délai déterminé. Les instruments de financement islamique tels que le mudarabha, partage des profits, les musharakaha, co-entreprises, instaurent un modèle où les investisseurs et entrepreneurs partagent équitablement bénéfices et pertes. Ce système favorise une meilleure répartition des richesses et un soutien accru aux projets durables. Positionnement des stratégiques de Djibouti s'inscrit pleinement dans les ambitions de devenir un hub sous-régional, commercial et financier et a vu son taux de bancarisation de plus que doubler et une avancée significative en matière d'inclusion financière. Malgré leur implantation relativement récente, les institutions financières ont su s'imposer comme des acteurs incontournables du paysage bancaire djiboutien. Elles proposent une large gamme de produits conformes à la charia. À l'heure actuelle où le monde cherche des solutions pour concilier rentabilité et durabilité, la finance islamique apparaît non plus comme une alternative, mais comme un levier de développement plus équitable. Sa montée en puissance pourrait bien redessiner le contour d'une économie mondiale plus équilibrée où performance financière rime avec éthique et un impact positif. Dans l'actualité nationale, c'est aussi, nous sommes à quelques jours de la fin de l'été et déjà la capitale se prépare à renouer avec son rythme d'antan. Les rues encore baignées d'un soleil généreux s'emplissent peu à peu d'une agitation nouvelle. Les temps de vacances s'effacent doucement pour céder la place à la cadence effervescence. Ainsi, d'une rentrée imminente à cette effervescence s'ajoute le retour progressif des vacanciers djiboutiens partis se ressourcer dans les pays voisins, des familles, les bras chargés de souvenirs, les visages illuminés par la chaleur des retrouvailles regagnent la capitale. Dans les gares routières, à l'aéroport, les scènes d'accueil rappellent que Djibouti, au-delà de ces milliers de ses enfants, le retour insuffle une énergie particulière. Cette rentrée, une impressionnante recommencement collectif où chacun reprend place dans la grande mécanique et de la cité. La ville change de visage, les avenues vides de leur foule dans leurs heures de sieste estivale se remplissent de nouveau de circulation, les bus reprennent leur vie vient rappelant que le quotidien s'écrit aussi dans ce ballet mécanique qui accompagne la rentrée. Éducation, cette fois-ci, dans le cadre de l'amélioration de la performance du système éducatif, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle lance son plan annuel de formation 2025 à travers une série de formations
adressée aux enseignants et aux directeurs de l'école et chefs d'établissement. Les formations se déroulent au centre de formation des enseignants ainsi que dans plusieurs établissements scolaires de la capitale. Objectif, mieux préparer la rentrée scolaire 2025-2026 à travers une meilleure appropriation de la circulaire de rentrée et un accompagnement renforcé des acteurs sur le terrain. Rappelons que ces formations ont été supervisées par le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mayoub, en compagnie du directeur général de l'administration, Mohamed Elmi, de l'inspecteur général, Mohamed Abdou, de la directrice générale du centre, Nim'a Ahmed Ismail, de la directrice générale de l'enseignement, Lula Ali Elabi, une présence qui témoigne de l'importance accordée par le ministère à la qualité de l'enseignement. Durant ces 2 journées, plusieurs thèmes essentiels ont été abordés. L'analyse des résultats des examens et l'année passée, la mise en place de dispositifs pour améliorer les performances des élèves, mais aussi la qualité de l'évaluation des établissements scolaires, véritable levier de transparence, d'efficacité dans la gestion éducative. A noter que ces enseignants de tous les niveaux des différentes disciplines ont également bénéficié des formations renforçant ainsi leurs compétences pédagogiques, méthodologiques pour répondre aux besoins des élèves. Au-delà des contenus, ces rencontres ont surtout permis aux participants de partager leur expérience et leur savoir-faire dans un climat d'échange constructif, conviviaux. Les chefs d'établissement ont pu mettre en commun leurs bonnes pratiques, mais aussi identifier les difficultés rencontrées afin de construire ensemble des solutions adaptées. Autre actualité nationale, cette fois-ci après 16 années de navigation au service des passages de ligne Djibouti-Obok, le ferry Mohamed Bourhan Qassim a franchi aujourd'hui une étape décisive de sa carrière. Nous verrons dans nos prochaines éditions. Et le 21 août 2025, c'est après 16 années de navigation au service des passagers de la ligne Djibouti-Obok, le ferry Mohamed Bourhan Qassim a franchi aujourd'hui une étape décisive de sa carrière. Avec des nouvelles moteurs installés, le ferry pourra ainsi desservir Djibouti-Obok dans des meilleures conditions. Et dans notre fait divers, aux alentours du 21 août 2025, aux alentours de 18h, un accident matériel impliquant 2 poids lourds immatriculés en Éthiopie s'est produit sur la route numéro 1 à la sortie de Ouéa, précisément au niveau de l'oued de Ouéa. Cet incident a entraîné des fortes perturbations de la circulation, provoquant un important embouteillage dans les 2 sens, sans possibilité de déviation. Les gendarmes de la brigade routière de Ouéa sont rapidement intervenus sur le lieu pour sécuriser la zone évaluée. Les circonstances de l'accident ont assuré la régulation du trafic en temps réel. L'opération de dégagement des véhicules accidentés s'est révélée particulièrement complexe, compte tenu de l'ampleur des dommages, des conditions. Face à la gravité de la situation, une équipe de la grue de la gendarmerie accompagnée par leurs collègues de la brigade routière PK12 a été dépêchée en renfort en coordination avec la brigade de Ouéa. De la gendarmerie accompagnée par leurs collègues de la brigade routière de PK12 a été dépêchée en renfort en coordination avec la brigade de Ouéa, et cette intervention a permis de libérer particulièrement la voie, facilitant la reprise progressive de la circulation. Et autre, en raison des conditions météorologiques particulièrement défavorables qui touchent actuellement la région, une grande majorité des pêcheurs ont pris la décision de ne pas prendre la mer. Les vedettes des pêches demeurent amarrées au port des pêches. Les professionnels suivant scrupuleusement les consignes de sécurité maritime émises par les autorités compétentes. Cette prudence s'explique par le risque accru lié aux fortes houles, au vent violent et à la visibilité réduite en mer. La garde-côte, en coordination avec les services de météorologie, ont émis plusieurs bulletins d'alerte recommandant la suspension temporaire des sorties en mer. La garde-côte reste en alerte et continue de surveiller l'évolution de la situation météorologique. Une reprise progressive des activités sera envisagée dans les conditions
le permettent. Régional à présent, où le gouvernement kenyan a annoncé que le produit intérieur brut du pays pourrait atteindre les 5,6% en 2025 contre 4,7% de l'année précédente. Cette prévision reflète la reprise de l'économie face aux défis de l'inflation et aux fluctuations des prix alimentaires, énergétiques et souligne la capacité du pays à renforcer sa compétitivité régionale. Dans la page sportive où les matchs des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs locaux se sont achevés dans une ambiance électrique avec des performances impressionnantes. Les sélections du Maroc, Sénégal, Madagascar et Soudan sont qualifiées pour les demi-finales tandis que d'autres équipes ont quitté la compétition après des rencontres riches en suspense et en surprise. Le Maroc et le Sénégal ont brillé par leur technique et leur cohésion. Dans l'actualité internationale, l'ONU a annoncé en 2024 a été l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour les travailleurs humanitaires, avec 383 personnes tuées, un bilan jugé choquant et sans précédent. La majorité étant des victimes, des employés locaux ciblés alors qu'ils accomplissaient leur mission ou même dans leur foyer. Par ailleurs, 308 humanitaires ont été blessés, 125 enlevés et 45 placés en détention au cours de la même année. Et c'était dans les titres. Une frappe israélienne a visé le complexe médical Nasser Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza, tuant 20 Palestiniens, dont 5 journalistes, un pompier et un blessant plusieurs autres selon les autorités sanitaires. L'armée israélienne aurait ciblé le 4e étage d'un bâtiment des urgences Al-Yassin. 2 frappes successives ont touché la structure, la seconde survenant alors que les équipes de secours tentaient d'évacuer les blessés. Parmi les victimes figuraient Hussein Al-Masri, photojournaliste, Hatim Khalid, photographe, Mohamed Salem, caméraman d'Al Jazeera, Mariam Aboudaqa, photojournaliste indépendant, Arabia Associated Press, Mohad Abou Taha, journaliste à NBC News et Ahmed Abou Aziz, journaliste indépendant. Un conducteur de camion de pompiers a été également tué et 7 secouristes blessés. Direction la Malawi, où le changement climatique et la sécheresse ont contraint près d'1 million de personnes à quitter leur foyer au Malawi en quête de zones sûres et des sources d'eau. Selon The Guardian, le réchauffement climatique a aggravé les souffrances des habitants, exposant le pays à des catastrophes naturelles et à des cyclones les plus fréquents. Le cyclone 2023 a fait plus de 1000 morts, tandis que depuis 2019, environ 930 000 personnes ont été déplacées. Et enfin, au Vietnam, le typhon Kayeki a touché lundi les côtes nord-centre du Vietnam, accompagné de pluies torrentielles et de vents violents qui ont déraciné les arbres, inondé des bâtiments et provoqué des coupures d'électricité dans plusieurs régions. L'ouragan a atteint les provinces de Nha Hattin avec des rafales comprises entre 118 et 133 km à l'heure, en baisse par rapport aux 166 km à l'heure initiaux selon le service météorologique. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.